vous êtes venu avec une actualité toute chaude. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, le musée enchanté de la chanson française, 50 objets de légende, on va en parler tout à l'heure, hein, il vient de sortir. Ça vient de sortir, oui, jeudi dernier. Jeudi dernier. Donc, c'est un projet que j'ai de monter un musée de la chanson française. J'ai rassemblé depuis 35 ans des objets incroyables, du canotier de chevalier au bandana de Renault, au costume de scène. Je sais pas, je dois avoir une 60aine de costumes de scène, de gens très célèbres qui vont de Charles Trenet, Maurice Chevalier, Johnny Hallyday, Claude François, Paul Naref ou Christophe Mahé. Et j'ai ce projet dans les 5-10 prochaines années d'installer en France un musée de la chanson française. Je ne sais pas où encore, je ne sais pas où je voudrais le faire. On pourrait peut-être solliciter la ville par ici, ça pourrait être... Mais oui, je sais, parce qu'il y a un très beau musée de l'automobile ici, qui vient d'acheter d'ailleurs au mois de mars cette année un véhicule qui a appartenu à Claude François. Parce que comme je suis expert auprès des tribunaux d'Évry, de Nanterre et de Paris, pour les reconstitutions de carrière auprès des artistes, des chanteurs et maisons de disques, j'ai eu le bonheur d'expertiser cette voiture qui a été achetée aux enchères par le musée de Mulhouse. Et ça m'a fait plaisir que finalement cette voiture qui était une Mercedes 450 SLC, je crois, a rejoint le musée de Mulhouse. C'est une voiture de 73, enfin une pièce de collection aujourd'hui évidemment. Et je sais qu'il y a des véhicules incroyables ici. Alors Claude François, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler pas mal. Évidemment. On m'a beaucoup demandé. Et Claude François, est-ce qu'on va en parler? On va en parler énormément. On en parlera. On en parlera. Non, il sera pas là. Non, il va pas venir. Il est venu le 10 octobre 75. Il a chanté au Palais des Sports de Mulhouse. Pour ceux qui étaient peut-être là, peut-être qu'il y en a eu. Je vous donne les dates précises même. Vous voyez, donc 10 octobre, hein, oui, c'est ça. 10 octobre 75. Donc voilà. Alors une autre actualité qui est sortie, il me semble, le mois dernier, hein, au mois d'octobre. Oui, absolument. Hein, oui. L'almanach Les années à tendre. Donc, oui. Tout un programme, parce que derrière, il y a une tournée, il y a beaucoup de choses derrière. Hein. Alors, il faut dire que la tournée H-Tendre des Têtes de Bois, c'est un immense succès depuis à peu près 8 ou 9 ans. Ça a rassemblé déjà 4 500 000 spectateurs en France, ce qui est considérable, évidemment. C'est une tournée qui rassemble tous ces chanteurs des années 60s, 70s, 80s aussi maintenant, et qui reprend que les tubes. Pendant 3 ou 4 heures, eh bien, on ne reprend que les tubes. Évidemment, des chanteurs, on évite les faces B ou toutes les chansons que personne connaît et qui saoulent parfois dans les spectacles, pour être très honnête. Et donc, c'est un immense succès. Ça va de Hugo Frey, bien sûr, à Sheila, en passant par aussi bien Plastique Bertrand, Richard Anthony, et j'en oublie, toutes ces générations. C'est à peu près 190 artistes qui ont défilé sur la scène d'H-Tendre depuis 8-9 ans maintenant. Et c'est la nouvelle saison qui commence. C'est présenté par Denise Fabre. Et on m'a demandé cette année, puisque moi j'ai été à l'origine, en tout cas pour le lancement de cette grande tournée en France, et on m'a demandé de faire un almanach, de rassembler toutes les petites anecdotes autour de ces artistes, aussi bien de leur date de naissance que les petites anecdotes de coulisses, ce dont les gens raffolent. Et voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça cet été, juste avant de partir sur le Tour de France, parce que je suis toujours un peu à la bourre pour rendre auprès des imprimeurs, enfin des éditeurs, mes manuscrits, parce que j'ai pas de nègre, hein, je fais mes livres. Mais c'est toujours problématique parce que quand on écrit ces vrais livres, on est toujours à la bourre pour rendre les manuscrits. Donc voilà, donc celui-là, je l'ai rendu vraiment sur le fil. Et enfin, ça y est, c'est sorti parce qu'il y a toujours un délai et tout ça. J'essaye en tout cas, en tant qu'auteur, j'essaye que mes livres, quand je signe chez les éditeurs, soient imprimés et fabriqués en France. Parce que vous savez, le problème aujourd'hui, c'est que souvent, ils envoient ça en Chine, en Pologne, dans les pays de l'Est, en Estonie, tout ça, machin. Alors là, c'est compliqué parce qu'il faut rendre beaucoup plus tôt, parce qu'il y a toujours 2 mois, 3 mois. Et moi, j'essaye toujours que mes livres soient encore imprimés en France. Alors, c'est pas simple. Non, mais je vais vous dire, dans un pays comme le nôtre qui compte maintenant 10 millions de chômeurs, je pense qu'il y a un devoir de chacun, à mon sens, dans son activité. J'ai le même problème, j'ai une maison à Honfleur, et alors quand je vais sur le marché avec ma femme faire des courses, et on voit des pommes qui viennent de Pologne et de Belgique. Alors c'est une insulte pour la Normandie, vous imaginez, parce qu'on se dit, mais toutes ces pommes qui arrivent d'Estonie, de Belgique, de Pologne, on dit, mais il y a un vrai souci, quoi. Et on achète du coup des pommes de Normandie. Voilà, parce que je trouve que c'est quand même, à un moment donné, je crois qu'il doit y avoir un devoir citoyen presque. Voilà, c'est une parenthèse
Pardonnez-moi de cette petite parenthèse. Mais vous faites les parenthèses très que vous important. voulez, et de toute façon, on va rester franco-français. Hein. Ben oui, Ce bien sûr. soir, on va parler Voilà. essentiellement de ça. Et le dernier livre, c'est Le Petit Lecoeuvre illustré. Oui, Alors, je vous laisse le présenter parce qu'il est, Alors, très particulier. Et alors, il est de plus en plus lourd chaque année. Il Je est sais. énorme. Il est énorme. Je sais, c'est la 3e édition maintenant, puisqu'on le ressort tous les ans avec mon éditeur, qui sont les éditions du Rocher. C'est-à-dire que j'ai eu une idée comme ça un jour de raconter toutes les histoires de chansons. Comment sont nées les chansons? C'est assez fantastique parce qu'on est riche en France de ce patrimoine culturel et chansons. Et on s'aperçoit que toutes les grandes chansons qui ont accompagné nos vies, quelle que soit la génération à laquelle on appartient finalement, toutes les chansons ont une histoire, presque. Et donc, au fur et à mesure que je côtoie ces artistes dans l'émission Les Années Bonheur ou à la radio sur France Bleu depuis 8 ans maintenant, souvent les gens me racontent, hors antenne évidemment, des anecdotes. J'ai écrit cette chanson en telle circonstance, j'ai fait ci, j'ai fait ça, voilà. Et quand c'est pour des artistes que malheureusement j'ai pas pu fréquenter comme Jacques Brel ou Édith Piaf, eh bien c'est souvent leurs anciens collaborateurs, leurs secrétaires, l'ancien directeur artistique de la maison de disques, etc. J'arrive à récolter toutes les informations. Et à la fin, c'est né un jour dans une loge avec Patrick Sébastien, après une émission. J'avais raconté dans l'émission Henri Salvador comment était né Faut rigoler, vous savez, ce tube de l'été 1960 qui commençait Nos ancêtres, les Gaulois. Et grâce à cette chanson, Uderzo et Goscinny, en entendant cette chanson durant l'été 1960 à la radio, sur Radio Luxembourg, à l'époque, ça ne s'appelait pas encore RTL, ils ont eu l'idée de créer le petit personnage d'Astérix pour le journal Pilote. Et donc, j'ai raconté cette histoire. C'était une table comme ça, d'ailleurs, dans les Années Bonheur, puisqu'il y en a une qui passe demain soir. Et j'avais Henri Salvador exactement à la place où vous êtes. Et je lui raconte l'histoire. Et là, il avait déjà 90 ans, Henri Salvador. Je lui raconte l'histoire. Et j'ai toujours Patrick Sébastien qui est à ma droite. Et je commence à lui raconter que grâce à cette chanson d'Henri Salvador, qui est signée Boris Vian, d'ailleurs, ce titre, est né le personnage d'Astérix qui aujourd'hui est reproduit dans 173 pays. C'est dire l'importance et le succès d'Astérix en France et dans le monde. Et Henri Salvador ne me confirme pas l'histoire. Je regarde, c'est long en télé, 20-30 secondes, c'est très très long. Hein. Il y a un silence et Patrick Sébastien me donnait des coups de genoux sur la table en me disant « Démerde-toi, t'es parti dans tes histoires, c'est pas simple ». Et puis au bout de 25 secondes, ce qui est très très long en télé, Henri Salvador me fait « Mais oui !» Et il me confirme l'histoire. Parce que l'histoire, je ne la tenais pas d'Henri Salvador. Je la tenais du cardiologue de Goscinny. Vous savez que Goscinny, il est mort chez son cardiologue. Il est mort chez son cardiologue. Chez son cardiologue. Ah. Il est en train de faire un test d'effort. C'est comme ça, s'invente pas comme ça. Et alors, et moi j'ai le même cardiologue rue de Courcelles à Paris. Faites attention Fabien quand même. Hein. Soyez prudent. Non mais vous savez, des fois on a besoin. Moi j'ai passé l'âge 40 ans, ça va après 40 ans. Quand vous achetez des documents, des archives et tout ça, machin, il faut amener un truc de votre cardiologue comme quoi vous êtes en pleine forme, tout ça, machin. Donc je vais le voir et puis pendant la visite, moi je suis pas bavard du tout. Et donc il me dit, ah, vous savez que c'est sur ce tapis qu'est mort Goscinny. Je dis c'est super. Super, je dis, vous êtes sûr qu'il faut que je monte sur ce tapis là? Alors, très bien, il me raconte l'histoire, tout ça, tout va bien. Et puis il me dit, oui, d'ailleurs Goscinny me parlait toujours que c'est grâce à... Voilà, il me raconte l'histoire de l'anecdote de Faut rigoler, la chanson, pour Astérix. Et Salvador me l'a confirmé dans pratiquement, c'était l'avant-dernière émission de sa vie, puisqu'il malheureusement il nous a quitté Henri quelques semaines plus tard. Et donc à la fin de cette émission des Années Bonheur, on se retrouve dans la loge de Patrick Sébastien pour faire un débriefing. Et Patrick me dit, mais tu devrais vraiment faire un livre pour rassembler toutes ces histoires. Parce que regarde, tu as des vieux monsieur comme Henri Salvador. Je veux dire, tous ces gens vont disparaître. Et à un moment donné, s'il n'y a pas de traces, c'est compliqué. J'ai dit, oui, tu as raison. J'ai commencé, j'ai fait un volume, 2 volumes, 3 volumes, 4 volumes. J'en suis à mon 6e volume. On ressort tous les ans finalement. Je rajoute des histoires, évidemment, ou des compléments d'histoires. C'est quand Michel Polnareff me raconte, il y a un an, à table au petit déjeuner, vous savez que je m'occupe par ailleurs de Polnareff, et il me dit, quand j'ai fait tous les bateaux, tous les oiseaux, en fait, je me souviens d'un truc. Jean-Loup Dabadi qui a fait le texte, me dit, quand il est venu, il m'a fait,
je te donne les bateaux, les oiseaux, l'île au trésor, les forêts, etc. Machin. Moi, quand j'étais en studio, je trouvais que c'était un peu léger. Il manquait une dynamique dans la chanson. Et il me dit, je venais de faire une chanson, qui était la face B du disque d'ailleurs, dans une époque où on retournait les disques, hein, je précise, parce que j'ai une... Oh, tout le monde a Je sais que tout le monde me comprend ici. C'est-à-dire, non mais, faut quand même le dire, parce que moi j'ai une fille de 20 ans, un jour je lui ai montré un tourne-disque, elle m'a dit, c'est quoi ça? C'est un truc... J'ai dit, tu sais, c'était pour écouter de la musique autrefois. Elle voyait un truc qui tournait, on mettait une pointe dessus, enfin bon, bref, préhistorique. Et donc Paul Naref me dit, on venait d'enregistrer Toutou pour ma chérie. Donc ils avaient enregistré Toutou, on connaissait la chanson, il y avait des tout à toutes les phrases. Et du coup, quand il a vu arriver le texte de Dabadi, je te donnerai les oiseaux, les bateaux, les lots trésors, il a dit, on va rajouter encore des tout. Alors l'ingénieur du son dit, ah bon? Quoi? Bah oui, je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, etc., etc. Voilà comment la chanson a pris sa forme définitive. Donc quand Paul Naref me raconte ça, vite, je rentre chez moi, je gratte, je appelle mon éditeur, je dis prochaine édition, on va corriger, on va rajouter des phrases. Parce que ce que m'a dit aussi bien le président Sarkozy ou le président Hollande plus récemment, ce qui est important, c'est de faire des livres qui protègent un patrimoine, historique en tout cas, même si c'est une histoire contemporaine, parce que les chansons sont encore une histoire contemporaine. Mais c'est important de faire ces livres d'enseignement, quelque part. Et puis je pense que quand on lit ces livres, avec toutes ces histoires de chansons, mais qui vont de la Marseillaise à finalement, on s'attache de Christophe Maé, ou pourquoi pas Que je t'aime de Johnny, ou La poupée qui fait nom de Paul Naref, c'est qu'après, vous n'écoutez plus, quand vous connaissez la chanson, vous n'écoutez plus les chansons de la même manière. Vous vous laisserez surprendre. C'est ça qui est très, très étonnant. C'est qu'on n'écoute plus la chanson de la même manière. Je pense à cette chanson de David Hallyday, Si tu m'avais laissé le temps. Moi, j'étais persuadé au départ, avant que David Hallyday me raconte l'histoire, que sa chanson, il l'avait faite pour Estelle, au moment où elle s'est barrée avec Arthur, tout ça, parce que je vous passe le détail des fois des histoires de cul. Allez-y, hein, on est je vous passe les histoires de cul des fois dans lesquelles on est. C'est ça qui est compliqué, bien sûr. Mais ça, je vous en ai gardé des histoires, hein, vous inquiétez pas. Et à un moment donné, j'étais sûr qu'il avait fait ça pour sa femme qui se barrait à ce moment-là. Et pas du tout. Si tu m'avais laissé le temps, c'était pour Georges, son grand-père, c'est-à-dire le papa de Sylvie Vartan, qui est mort en 1970, qu'il a très peu connu, puisque David est de 66, je crois. Et donc, il aurait voulu le connaître davantage. Et c'est toujours sa maman, Sylvie Vartan, qui est une merveilleuse personne, évidemment, qui lui racontait comment était son grand-père Georges. Voilà. C'est des petites histoires, mais enfin... Bah écoutez, on les écoute avec grand plaisir. Je précise juste que vous pourrez gagner des livres de Fabien Lecoeuvre. On a une petite tombola tout à l'heure. Magnifique. Il y a quelques cadeaux à gagner. Donc je dis ça pour les fumeurs, si vous barrez, fumez une clope. Et si vous n'êtes pas là pour le lot, il sera pour moi. Fabien, avant qu'on continue dans les histoires de la chanson, comment vous en êtes arrivé à faire le métier que vous pratiquez? Et est-ce que c'est un métier? Est-ce qu'on apprend ça dans une école? Alors, au moment où j'ai commencé, moi, à la fin de l'année 77, bah oui, déjà, ça n'existait pas. Le métier que je fais n'existait pas. C'est-à-dire que c'est un métier qui s'appelait à la fois impresario. On savait pas si on était impresario, si on était manager, on ne savait pas. C'était très compliqué. Et attaché de presse, il n'y avait pas cette reconnaissance, finalement, au départ, qu'il y a aujourd'hui, parce qu'il y a carrément des écoles aujourd'hui d'attaché de presse, dans la communication, etc. Au départ, c'était un peu flou, les gens qui s'occupaient de personnalités, les gens qui parlaient des personnalités, c'était un peu flou quand j'ai commencé. Je le dois à Lynn Renault, moi, parce qu'il se trouve que quand j'étais étudiant après mon bac à la Chambre de commerce de Paris, Lynn Renault était déjà là. Elle était déjà vieille, d'ailleurs. Elle est quand même à l'origine de la carrière de beaucoup de monde. Hein. Je l'adore en plus. Je plaisante, elle sait que je plaisante comme ça sur elle. Non, elle était déjà vieille. Elle a toujours fait vieille. C'est pour ça que d'ailleurs elle ne bouge pas et qu'on la trouve formidable. Elle était moi, quand j'ai commencé en 77, elle était déjà âgée. Enfin, je trouve qu'elle avait déjà une tête de vieille. Et en même temps, aujourd'hui, on la trouve jeune et formidable parce que c'est ça, c'est l'avantage des gens qui font vieux jeunes, c'est ils sont jeunes encore à la fin. C'est un avantage. Et donc, Lynn Renault, elle était venue parler de sa 3e rentrée, je crois, au Casino de Paris.
Elle faisait Paris-Line à l'époque, rue de Clichy au Casino, et elle avait besoin des chambres de commerce. Et moi, comme je présentais le journal télévisé interne de la Chambre de commerce de Paris, elle était venue en parler dans l'émission que je présentais, une émission très amateur. C'était à l'époque où la Chambre de commerce était encore câblée. Enfin, je vous passe le détail, c'était préhistorique. Hein. Et elle est venue en parler, et après j'ai reçu une invitation chez elle à la Jonchère, à Rueil-Malmaison, côté de Paris. Et je m'y suis rendu. De là, j'ai rencontré un producteur de disques et Karen Cheryl, bien sûr, qui à l'époque était reine du disco. Enfin, je vous passe le détail. Vous dites bien sûr. Elle était à la soirée, elle était en ma soirée. Vous êtes invité dans quel cadre? C'est-à-dire qu'elle a trouvé que vous aviez une bonne tête, que vous Elle m'a trouvé que j'étais sympathique. J'étais du Nord comme elle. Elle est de Pont-de-Dieppe, à côté d'Armentières. Et moi, je suis de Vitry-en-Artois, entre Arras et Douai. Elle m'a dit, bah, c'est un ch'ti, je vais le faire venir. Il manquait sûrement quelqu'un. Bon. J'ai fait remplaçant, et puis de remplaçant, un jour j'ai dit à mes parents, j'ai dit, je crois que je vais changer de métier. Ah bon? Ouais, je vais faire attaché de presse. Regardez mon père, qui est un brillant ingénieur et tout ça, il m'a dit, ah bon, mais c'est quoi ce métier, tout ça, vraiment? Et puis j'ai toujours un souvenir de mon enfance, parce que quand je regardais les émissions de divertissement de Jacques Martin, de Guy Lux ou de Daniel Gilbert, quand j'étais petit, il n'y avait pas la télécommande à l'époque. Hein. Je précise tout ça parce que c'est là qu'on s'aperçoit qu'on est déjà en 2015, ou presque. Et mon père passait à côté de la télé, il fermait l'émission, parce qu'il avait c'était un peu Troisième République, tu sais, l'éducation, c'était comme ça autrefois. Et puis il me disait, allez, file dans ta chambre, c'est pas avec ces conneries que tu regardes à la télé que tu vas gagner ta vie un jour. C'est un peu le Guy de Graine de la chanson. Oui, oui, exactement. Et alors, non mais c'est vrai, c'est une histoire vraie, je peux pas l'inventer. Et alors après, mon père, malheureusement, est mort l'année dernière. Et alors, on en avait reparlé, évidemment, ça nous faisait rire, parce que, vous savez, la vie, c'est difficile. Pour traverser la vie, il faut rire de tout. C'est malheureusement, enfin, j'essaye de garder cette philosophie-là. Et parce que la vie, c'est une grande épreuve, hein, finalement, on s'aperçoit. Donc, j'essaye de transformer tout ce qui pourrait être une blessure, en positif. Je ne sais pas si j'ai raison, mais enfin, c'est ce qui nous permet de traverser le temps, en tout cas. On essaye. Donc voilà comment on arrive dans ce métier. Puis après, j'ai monté mon entreprise, j'ai rencontré les enfants de Claude François. J'avais connu leur papa sur la fin, qui voulait m'engager. Puis je suis arrivé, dans l'intervalle, il y a une salle de bain qui est arrivée. Et je me suis retrouvé, je suis rentré en autre maison de disques. Et puis je me suis remarié avec les enfants de Claude François. On a remonté les disques Flèche ensemble à l'époque. Moi, je gérais la communication, je relabellisais tous les produits, etc. Et puis de Claude François, après, tous les artistes sont venus dans mon bureau de presse. Voilà comment j'ai commencé ce métier. Et puis j'ai fait un livre un jour. J'avais acheté, vous savez, je suis passionné, moi, j'avais acheté les lettres d'amour de Maurice Chevalier et de Mistinguett. Parce que je trouvais que ce couple était formidable. Je l'ai trouvé mythique. Ils avaient une belle histoire. Mistinguett avait 12 ans de plus que Maurice Chevalier. Je trouvais ça formidable. Donc j'ai acheté leurs lettres d'amour. Et à l'époque, il n'y avait pas les SMS, tout ça. On s'écrivait vraiment. Hein. Et c'est toujours formidable. Alors pour porter bonheur, par exemple, à Mistinguett, quand elle faisait sa rentrée au Casino de Paris, alors Maurice, il lui écrivait, il frottait le papier à lettres avec la bague de sa maman, qu'on appelait la louque, pour lui porter bonheur lors des premières, tout ça. Je trouve les lettres émouvantes. Je trouve que c'est formidable, les écrits. J'en ai fait un livre aux éditions Philippe Lebeau, qui a bien marché. Et puis, vous savez, vous faites un livre, c'est comme quand vous faites un film. Hein. Vous en faites un, puis vous en faites 50 derrière, ce que me racontait Tiki Olgado un jour. C'est-à-dire qu'il avait commencé pour faire le figurant au fond, et puis de figurant, il est passé acteur, et puis après, vous devenez un dinosaure sans le savoir. C'est-à-dire qu'on traverse le temps, vous apercevez que vous avez fait tellement d'enterrements. Non, mais c'est ça. J'ai déjà écrit 44 oraisons funèbres. Dès qu'il y a un mort, on m'appelle, hein, de toute façon. Donc, en France, j'ai écrit les oraisons funèbres de Jean Ferrat, de Eric Chardin, de Topalov. Et ça, c'est pour les dernières. Et la semaine dernière, j'en ai fait un de Nicolas Skorsky, entre autres, qui a écrit beaucoup de chansons pour Clo-Clo et tout ça. Enfin, il y a des célèbres et des moins célèbres. Et donc après, vous vous apercevez, vous êtes un des derniers restants. Alors bon, c'est comme ça, vous dites, bon, c'est la vie. C'est ainsi. Vous avez encore de beaux jours devant vous. Oui, on part dans quelque chose de très triste. Non, j'ai surtout de l'avenir. Parce qu'il va y en avoir des morts encore, je vous le dis, moi.
Je crois que... Mais c'est une réalité. Non, mais ça peut faire sourire, mais c'est une réalité. Mais la première vedette, comme on disait à l'époque, que vous avez rencontrée et avec qui vous avez travaillé, c'était qui? La toute première, quand je suis rentré en maison de disque, ça a été Karen Cheryl. Ça a été Karen Cheryl. C'était avant les grands travaux. Hein. J'ai rien dit. Non, mais on est... Non, attendez, on est entre nous, on peut tous dire. Hein. Bon, on est entre nous, là, on n'est pas à la télé. Enfin, pas tout de suite. Bon, elle fait de la radio surtout. Mais d'abord, ça a été une grande artiste, ça a été une très grande artiste, au-delà de tout. C'est une très très brillante journaliste, grande journaliste, Karen Cheryl. D'abord, ses interviews qu'elle fait sur Europe 1 sont remarquables dimanche, au-delà de tout. C'est resté une amie, on plaisante et tout ça, on le sait, parce que bon voilà, maintenant elle a cette difficulté, c'est que moi je l'avais fait venir sur les années bonheur pendant pratiquement 2 ans et demi. Et puis elle avait un souci parce que effectivement son visage a tellement changé avec le temps que les gens n'écoutaient pas ce qu'elle disait, ils regardaient ce qu'elle disait. C'est pas pareil. Et ça, c'est la force de la télé. C'est-à-dire que si vous avez un visage, les gens vous ont connu il y a 25 ans, quand vous commencez. Si au bout de 25 ans, en télévision, on s'aperçoit que vous êtes encore plus jeune qu'il y a 25 ans, les gens, ils n'écoutent pas ce que vous racontez, même si c'est intéressant. Ils disent, mais quel âge elle a, elle? Alors ça commence. Après, mais je crois qu'elle est de mon âge, elle. Ah tiens, mais ah bon, mais regarde. Et les gens, ils regardent son visage, qui peut être très très bien, magnifique, mais c'est un handicap à un moment donné. C'est-à-dire qu'on a besoin de voir vieillir, que ce soit des Michel Drucker, qui sont des gens extrêmement intelligents, des Jean-Pierre Foucault, des Nikos Aliagas, peu importe. Tous ces gens qui sont des gens extrêmement brillants, ou même un Patrick Sébastien. C'est-à-dire que le public, il ne faut pas prendre le public pour des cons. Le public, il sait, il regarde. On fait aussi partie du public, nous-mêmes, moi-même. C'est-à-dire quand je vois quelqu'un on se dit, oh là là, mais c'est quoi cette... Et moi, franchement, on en parle aisément, vous savez, on ne peut pas le dire à la télévision pour plein de raisons, mais moi, je ferai des procès aux chirurgiens. Parce qu'ils nous ont défigurés, j'espère qu'il n'y en a pas ce soir, dans la salle, pardonnez-moi, s'il y en a un, mais en tout cas, je ferai des procès à certains chirurgiens qui ont opéré certains de nos artistes. Je ne vais pas donner de nom, mais vous les connaissez autant que moi. Je ne parle pas de ceux qui font des grimaces. Mais... Alors Sheila, c'est pas votre copine, hein, peut-être vous en parlez. Non, si, elle est formidable. Mais c'est des grands artistes. Vous savez, je pense que vous ne traversez pas le temps. Michel Sardou, dites-moi. Il a toujours nié, mais Michel Sardou, il a fait quelque chose, non? Non, mais il y a une liste qui est incroyable. Et ça, je trouve ça tellement dommage que les gens reviennent. Mais les hommes aussi, on parlait de Sardou, de Sheila, Rollo Ecclésias, Nathalie Baye, Catherine Deneuve, tout ça. Je vous fais la liste, Emmanuel Béard et les autres. C'est-à-dire que d'un seul coup, et je peux vous dire que c'est un vrai souci, parce que certains réalisateurs me disaient, avec qui travaille également ma femme, disaient, Catherine Deneuve, on ne peut plus la prendre sur certains angles maintenant. Ah bon? Alors je disais, ah bon? Ben oui, parce que la chirurgie, vous savez, après les visages rebougent avec le temps. Et après, ça vous fait des grimaces quand vous souriez. À un moment donné... Donc c'est compliqué. Et franchement, je trouve que ce que je reproche à ce métier, moi j'adore mon métier, évidemment, mais quand les chirurgiens commencent à dessiner les visages des chanteurs, non. Nous, on veut voir vieillir nos artistes, qui sont des grands artistes, qui sont des beaux artistes. Bien sûr qu'on les a connus à 22 ans, 35 ans et 42 ans. Mais je trouve qu'un visage qui vieillit, c'est un beau visage, surtout sur un chanteur quand on est interprète. Regardez Barbara, elle avait cette intelligence de ne pas se refaire faire la gueule et elle est restée avec son visage, voilà, admirable, quoi. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, c'est comme la faute des artistes. Hein. Les chirurgiens, ils font ce qu'on leur demande. Je ne sais pas si c'est que la faute des artistes. Je pense qu'ils sont parfois sous mauvaise influence aussi, eux. Et, ou un entourage qui... Bon, alors des fois c'est bien fait et des fois c'est mal fait. Bon, ça c'est... Et puis toutes les peaux ne réagissent pas de la même manière, j'imagine. Enfin, c'est toujours très compliqué. Bref, c'était la parenthèse aussi. Je sais que vous adorez mes parenthèses. Donc, mais c'est important d'en parler. Parce qu'on en parle toujours sous cap. Mais on ne dit pas les choses. Et tout le monde pense quand même ce que je viens un peu d'exprimer.
quelle est la chanson qui vous fascine le plus ou dont l'histoire vous a le plus fasciné? Alors, je crois que la chanson française qui a son histoire la plus incroyable, en tout cas pour moi, depuis que j'ai déjà raconté plus de 1000 histoires de chansons. Eh bien, pour moi, celle qui me fascine le plus, c'est Le Sud de Nino Ferrer. Parce que c'est une chanson incroyable qui devait pas se faire au départ. Et Nino Ferrer, j'aime cette chanson parce que j'ai eu un privilège en tout cas de rencontrer Nino Ferrer quelques mois avant qu'il ne disparaisse, par choix d'ailleurs. Et je me souviens d'une discussion dans la loge avec Nino Ferrer à Brie-sur-Marne. Et on a parlé de tout ça, il m'a raconté comment il a fait le Sud, et ça m'a traumatisé, parce que en fait, il avait acheté une maison en banlieue parisienne, à Rueil-Malmaison, où habite aussi Lynn Renaud, dont on parlait tout à l'heure. Il avait acheté une maison, l'ancienne maison de Joséphine de Beauharnais. Il vivait là, et il avait décidé, pour épater sa nouvelle fiancée, Radia, de planter plusieurs centaines de rosiers dans le parc. Donc, il s'en va chez Truffaut, à Paris 2, pour ne pas donner la marque, et il achète des rosiers dans des cageots en bois, aérés, ajourés. Il se fait livrer le tout chez lui, à Rueil-Malmaison, dans le parc, et puis bon, il les laisse là. Ça, on était au mois de mars. Normalement, il faut les mettre en terre, les rosiers, en mars-avril, généralement, si on veut que le jardin soit fleuri au mois de mai. Et au mois de mai, les rosiers n'étaient toujours pas dans la terre. Et à chaque fois que des amis venaient dîner chez lui, Nino Ferrer, on lui disait, mais c'est pas comme ça que ton jardin va être fleuri. Si tu les plantes pas en terre, ça va pas fleurir dans les cageots. Hein. Il disait, et il répondait à ses amis, mais tu sais, ici, le temps dure longtemps. Et donc cette phrase qu'il disait, qu'il donnait à tous ses amis, lui ont donné la première phrase pour l'écriture de la chanson, Le Sud. Et ça, c'était l'été 73, au printemps-été 73. Et il faudra attendre 1975, 2 ans plus tard, pour que ça devienne le tube de l'été 1975, parce que dans l'intervalle, il continuera son texte, etc. Mais tout ça est parti sur une histoire de jardinage, ce qui est quand même incroyable. Vous savez comment naissent les chansons. Je trouve que c'est la plus incroyable des histoires. Et puis surtout, Nino Ferrer, qui m'avait confié dans cette loge, il m'avait dit « j'ai raté ma vie ». Je dis « comment, t'as raté ta vie, Nino, c'est pas possible ». Je dis « j'ai raté ma vie parce que je suis passé à côté du rôle de ma vie ». Vous savez que c'était lui, ce que personne ne sait, c'était lui qui avait signé pour jouer Van Gogh dans le film de Piala, ce qu'on ne sait pas. Et une semaine avant, ils l'ont dégagé et ils l'ont remplacé par Jacques Dutronc, qui a joué Van Gogh au cinéma pour Piala. Et il s'en est jamais remis, puisque j'en veux pour preuve qu'il s'est suicidé comme Van Gogh dans un champ de blé, évidemment, en se tirant une balle de carabine, enfin, etc. Comme Van Gogh. C'est-à-dire que, et quand il m'avait raconté cette histoire dans la loge, 7-8 mois avant de partir, j'ai dit « oh là 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 là, il est malheureux », mais comme un artiste peut être mélancolique, malheureux ou habité par le doute en tout cas. Et je l'avais trouvé, et j'ai jamais oublié son histoire du Sud, évidemment, ses célèbres chansons, et surtout cette histoire de Van Gogh, parce qu'il avait eu le sentiment d'être passé à côté du rôle de sa vie. C'est comme quoi, vous voyez, les artistes sont des gens sensibles comme nous. Est-ce que tu es passé à côté du rôle de ta vie, toi? Alors, je ne sais pas encore, je ne me suis pas encore penché sur la question, mais va savoir. En tout cas, ça fait partie ça fait partie des histoires qu'on trouve dans le petit Lecoq illustré, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on voit les chansons, on écoute les chansons d'une autre manière, et ça c'est formidable ça. Oui, je pense, enfin, il y a toujours un but pour un livre. Hein. En tout cas, je reçois du courrier parce que les gens m'écrivent pour demander les histoires de leurs chansons. C'est ça qui est formidable, moi ça me touche beaucoup. Alors après, je recherche ou je contacte les artistes ou les auteurs, les compositeurs, enfin, s'ils sont encore vivants. Et j'aime bien leur faire plaisir l'année suivante ou 2 ans plus tard, parce qu'il y a toujours un décalage, évidemment. Et je suis très sensible au courrier que je reçois, soit à France Télévisions, soit directement 22 rue de Pontieux dans mes bureaux, enfin, etc. Voilà. Donc, mais je suis très sensible à ça. Je fais très attention à ça. Au courrier, c'est très important pour répondre, en tout cas, aux attentes du public.
Quand je serai ministre, j'écouterai beaucoup le public. Ah bah, à l'inverse d'aujourd'hui. Vous ne croyez pas si bien dire, on va y venir tout à l'heure. Alors, Thomas. Alors, il y a des photos à commenter. Alors, est-ce que c'est bon maintenant? Entreprise et médias, c'est ici. Voilà. Sheila. Alors, Sheila, d'un côté, et puis Salut les copains de l'autre côté. Salut les copains, c'était quand même quelque chose d'incroyable. Mais ce qui était incroyable, ce qu'il faut dire, pour tous ceux qui ont connu Salut les copains ici dans cette salle, et moi j'en fais partie, c'était la première fois que la jeunesse, ce qu'il faut expliquer, était représentée en presse. Le premier numéro de Salut les copains est sorti l'été 1962. C'était un numéro bimestriel. Eh bien, pourquoi ça a eu un succès? Les 350 000 exemplaires se vendaient tous les mois. Parce que pour la première fois, la jeunesse avait son journal, son émission de radio du même titre sur Europe 1 et son journal. Et c'est pour ça que le succès a été phénoménal et que Salut les copains a été finalement un pionnier en matière de presse pour la jeune génération. Et alors, ce qui me fait bizarre quand je parle avec tous ces artistes d'aujourd'hui, que ce soit Sheila, Paul Naref ou même un garçon comme Claude François, à l'époque, c'est-à-dire qu'ils sont devenus aujourd'hui le contraire de ce qu'ils ont revendiqué à l'époque. C'est-à-dire que Salut les copains, le message, c'était place aux jeunes, c'est nous la jeunesse. Ils avaient tous entre 19 ans et 26 ans. On ne voulait pas parler aux vieux de 40 et plus, leurs parents, quoi. Et alors, je ne parle même pas de leurs grands-parents qui n'existaient plus. Et aujourd'hui, tous ces gens, Sheila et Johnny et tant d'autres, ou Richard Anthony, sont devenus parents, voire grands-parents, ou voire arrière-grands-parents. Ils sont devenus le contraire. C'est le paradoxe de notre société, en tout cas grâce à la longévité. Et c'est aussi la chance d'un Claude François, dans son malheur, évidemment, d'être parti en pleine jeunesse, c'est de rester dans cette génération SLC à tout jamais, avec ce visage éternellement jeune. Et ça, c'est une force aujourd'hui.